Pendant 10 ans, personne n'avait réussi à faire démarrer ce camion, pas même à le faire tousser. Ingénieurs, mécaniciens expérimentés, tous avaient échoué, jusqu'à ce qu'une femme aux mains sales de graisse et au nom discrédité entre dans l'atelier. « La sauveuse est arrivée !» se moqua le gérant, provoquant les rires de tous. Monique ne répondit pas. Elle se contenta de prendre une profonde inspiration, d'insérer la clé dans le contact, et le son qui résonna quelques secondes plus tard fit trembler le sol. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle partie du monde vous regardez cette histoire. Une histoire de courage, de dignité et de la façon dont la vie nous met parfois dans des situations impossibles, justement pour prouver de quoi nous sommes faits. Monique Dubois avait 34 ans ce matin de juillet glacial à Lyon, et ses mains calleuses tremblaient alors qu'elle rangeait ses outils pour la dernière fois. Pas de froid, vous comprenez? Elle tremblait de rage contenue, de peur de l'avenir, d'indignation. Elle était licenciée du garage Durand, et la raison aurait brisé l'âme de quiconque avait un brin de décence. Le gérant, un certain Philippe d'âge moyen, avec un ventre proéminent et un regard fuyant, avait été très clair avec elle. Soit elle installait les plaquettes de frein contrefaites sur le Scania, soit elle cherchait un autre emploi. Des plaquettes qui coûtaient 70% moins cher, certes, mais qui étaient fabriquées avec un matériau inadéquat, qui pourrait céder dans une descente de montagne, et ce Scania allait transporter des familles sur l'A6. Vous comprenez? Des mères, des pères, des enfants, dont la vie dépendait du fonctionnement parfait de ses freins. Monique regarda ses plaquettes bon marché dans sa main et vit le visage de son grand-père Joseph, le premier mécanicien de la famille. Elle vit son père Robert lui apprendre, alors qu'elle n'avait que 7 ans, qu'un camion n'est pas seulement une machine, c'est le gagne-pain de familles entières qui traversent la France. Elle ne pouvait tout simplement pas apposer sa signature sur ce service, sachant que cela pourrait tuer quelqu'un. « Alors, vous pouvez aller chercher vos affaires, » dit Philippe, retournant à son bureau sans même regarder en arrière. Et là, elle était 3 générations de savoir mécanique dans les veines, rangeant la boîte à outils Tramontina rouge qui avait appartenu à son grand-père Joseph. Dans sa poche, elle n'avait que 240 €. À la maison l'attendait sa mère Denise, 62 ans, diabétique, ayant besoin de médicaments qui coûtaient 600 € par mois. Le loyer de la maison à Saint-Denis arrivait à échéance dans 10 jours, 650 € qu'elle n'avait pas. Monique savait faire beaucoup de choses, mais elle ne savait pas faire de la magie avec l'argent. 3 semaines passèrent. Pouvez-vous imaginer le désespoir? 47 CV envoyés, 47 à des ateliers, des transporteurs, des concessionnaires. Et savez-vous combien de réponses elle a reçues? Aucune. 0. Le marché de Lyon était saturé, disait-il. Mais Monique connaissait la vérité que personne ne disait à voix haute. Une femme dans la mécanique était encore vue comme une intruse, comme quelqu'un qui prenait la place d'un homme. Elle commença à faire des petits boulots en réparant les motos des voisins. 50 € ici, 80 € là. À peine de quoi acheter du riz et des haricots. Sa mère Denise, la pauvre, commença à diminuer les doses d'insuline pour économiser. Monique voyait et faisait semblant de ne pas voir, car si elle confrontait sa mère, elles pleureraient toutes les deux, et les larmes ne payaient pas les factures. Ce fut un mardi après-midi que le téléphone sonna, numéro inconnu. Monique répondit, s'attendant à une publicité pour une carte de crédit, mais la voix de l'autre côté était différente, rude, presque impolie. « Monique Dubois, mon nom est Henri. Je travaille pour une entreprise de transport ici à La Courneuve. J'ai entendu parler de vous. » Monique fronça les sourcils. Entendu parler d'elle? Comment? Qui parlerait en bien d'une mécanicienne au chômage? J'ai une proposition, continua Henri, et quelque chose dans son ton fit se tordre l'estomac de Monique. Nous avons un Kenworth T800 ici que personne n'a réussi à faire fonctionner depuis 10 ans. 10 ans, vous avez bien entendu? 15 spécialistes ont déjà essayé. Des ingénieurs de Kenworth même, des techniciens de Cummins, des mécaniciens avec 30 ans d'expérience. Rien. Monique serra plus fort le téléphone. « Et pourquoi m'appelez-vous »
Parce que quelqu'un a dit que vous étiez bonne, très bonne. Alors voici la proposition. 10 000 € et une offre d'emploi. Si vous n'y arrivez pas, il fit une pause dramatique, vous enregistrez une vidéo admettant publiquement que les femmes n'ont pas la capacité technique de travailler avec des moteurs lourds. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Monique sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était un piège, une humiliation annoncée, un spectacle public de son échec pour confirmer tous les préjugés que des hommes comme cet Henri portaient en eux. 10 000 €. Cela paierait toutes ses dettes, garantirait les médicaments de sa mère pendant 6 mois, lui donnerait un répit, un temps pour se relever. « J'accepte, dit-elle, détestant sa propre voix pour sonner si désespérée. Le lendemain, Monique arriva au dépôt de l'entreprise de transport routière forte dans le quartier de la Courneuve. L'endroit était immense, un immense hangar avec des dizaines de camions garés. Mais au fond, comme un monument à l'échec, il y avait un camion couvert d'une bâche grise poussiéreuse. Et là, comme un présentateur de cirque attendant l'entrée du clown, se tenait Henri Dubois. Il avait environ 38 ans, musclé, portant un gilet réfléchissant et tenant une planchette comme un sceptre royal. Mais le pire n'était pas lui. Le pire, c'étaient les 20 personnes autour de lui. Chauffeurs, mécaniciens, employés administratifs, et 3 d'entre eux tenaient des téléphones portables clairement prêts à filmer. Monique descendit de sa Clio de 1998, une voiture qui avait plus de rustine que de peinture d'origine, et sentit tous ces 20 paires d'yeux sur elle, jugeant, doutant, attendant le spectacle. « Les amis, vous n'allez pas le croire !» cria Henri, et sa voix résonna dans tout le hangar. « La sauveuse est arrivée. La femme qui va faire ce que les gens de Kenworth, de Cummins et 15 mécaniciens hommes n'ont pas réussi à faire en 10 ans. » La façon dont il prononça « femme » en étirant le mot, en le chargeant de dédain, fit serrer la poignée de sa boîte à outils à Monique jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Mais elle prit une profonde inspiration, leva le menton et se dirigea vers le camion. Ce qui se passa dans les minutes suivantes fut une cruauté méthodique que vous ne pouvez même pas imaginer. Henri tourna autour d'elle comme un vautour, faisant des blagues sur sa taille de 1,62 m, sur sa constitution mince, sur ses mains qui, selon lui, étaient trop petites pour serrer de vrais boulons. « Dis-moi une chose, ma petite chérie, » dit-il avec une fausse gentillesse. « Tu connais la différence entre un Cummins ISX-15 et un Detroit Diesel ?» La foule rit. Monique le regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix ferme. Le Cummins ISX-15 est un moteur de 15 litres, 6 cylindres en ligne, turbo-compressé, avec injection électronique haute pression, une puissance maximale de 605 chevaux et un couple de 2050 lbpi. Le Detroit Diesel DDD-15 a également 15 litres, mais le système d'injection est différent. Il utilise la technologie Bluetech avec recirculation des gaz et le couple maximal atteint 150 lbpi dans la version standard. D'autres questions? Le sourire d'Henri vacilla un instant, mais il se reprit rapidement. « Tu as bien appris ça sur Internet, n'est-ce pas? Voyons si en pratique tu sais quelque chose. » Monique retira la bâche du camion et ce qu'elle vit lui serra le cœur. 150 000 €. Même avec 10 ans d'utilisation. Mais là, il était abandonné comme un chien sans maître. Peinture blanche délavée, pneus à plat, une couche de poussière qui racontait l'histoire d'années d'abandon. Henri lui tendit une feuille agrafée, la liste de tout ce qui avait déjà été tenté. Système électrique complet remplacé, ECU neuve, moteur révisé, batterie changée 12 fois. Vous y croyez? Tous les capteurs vérifiés. Ils ont même fait venir un type qui a dit qu'il allait faire une prière. Rien n'a fonctionné. Il vérifia ostensiblement sa montre Invicta dorée. Vous avez 4 heures. Si vous n'y arrivez pas, il esquissa un sourire cruel et lui montra un papier. Vous enregistrez ce petit texte ici. Monique lut en silence, et chaque mot était un coup de poignard. Moi, Monique Dubois. J'admets que je n'ai pas la capacité technique de travailler avec des véhicules lourds et je m'excuse d'avoir fait perdre le temps de tout le monde. Les femmes doivent accepter leurs limites.
Les témoins s'installèrent. Certains s'assirent sur des fûts d'huile, d'autres s'appuyèrent sur des camions voisins. Les téléphones portables furent positionnés. Le spectacle était sur le point de commencer et Monique, les mains tremblantes mais fermes, ouvrit sa boîte à outils Tramontina rouge, la même que son grand-père Joseph avait utilisée pendant 40 ans, et commença à travailler. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là, que ces 4 heures allaient changer non seulement sa vie, mais la vie de centaines de personnes, que ce camion à l'arrêt cachait un secret bien plus sombre qu'une simple panne mécanique, et que le choix qu'elle avait fait 3 semaines plus tôt de refuser d'installer des pièces contrefaites n'était que le premier pas d'un voyage qui allait exposer un stratagème criminel de millions et sauver des vies. 10 000 €, non pas pour l'emploi, mais pour prouver à elle-même et à tous ces hommes rieurs autour d'elle que la compétence n'a pas de genre, que le savoir ne regarde pas la taille de la main, et que sous-estimer une femme avec 3 générations de mécaniciens dans le sang était l'erreur la plus idiote que l'on puisse commettre. L'horloge commença à tourner, et avec elle commença l'une des histoires les plus incroyables que vous entendrez sur la justice, la vérité et le pouvoir de ceux qui refusent d'abandonner. Monique commença par les bases, par l'évidence, par les choses que n'importe quel mécanicien avec 2 mois d'expérience vérifierait en premier. Et vous savez pourquoi? Parce que parfois le problème le plus complexe a la solution la plus simple. Elle connecta son multimètre à la batterie 12-6V, charge complète. Elle testa le démarreur, le retirant partiellement et effectuant un test direct. Il fonctionnait parfaitement, tournant avec force et sans bruits étranges. Elle ouvrit le réservoir de carburant et y plongea une jauge propre, diesel propre, sans signe de contamination par l'eau ou les sédiments. Henri observait de loin, les bras croisés, ce sourire arrogant sur le visage. De temps en temps, il criait quelque chose à la foule. « Ça fait déjà 40 minutes, les amis. Je crois qu'elle cherche le manuel sur Google. » Rire, toujours des rires. Monique ignora. Elle avait appris de son père une chose fondamentale. Le bruit de la foule ne répare pas un moteur. La concentration répare. Alors elle se concentra, passa au système électrique, suivant méthodiquement chaque circuit. Elle vérifia les fusibles un par un, tous intacts. Elle testa la continuité des câbles principaux avec le multimètre. Le courant passait normalement. Elle examina l'alternateur, le régulateur de tension, les connexions du faisceau électrique principal. Tout, absolument tout, semblait être en ordre. 1 heure passa, puis 1 heure et demie. « Mon amour !» cria Henri. Et la façon dont il dit « mon amour » était chargée de venin. « Tu sais que quand le temps sera écoulé, tu devras enregistrer cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai même préparé le trépied ici. Ça va être très professionnel. Des milliers de personnes vont la voir. » Monique sentit la sueur couler dans son dos malgré le froid de juillet. Ce n'était pas la sueur de l'effort physique. C'était la sueur froide de la peur, du désespoir qui commençait à frapper à la porte. Elle révisa le câblage du système d'injection électronique, cherchant des câbles rompus, des connexions oxydées, tout signe de problème, rien. Absolument rien n'était défectueux. 2 heures complètes, la moitié du temps consommé. C'est alors qu'un des chauffeurs qui regardait, un homme plus âgé, aux cheveux blancs et au visage marqué par le soleil, s'approcha. Il regarda autour de lui comme s'il faisait quelque chose d'interdit et dit à voix basse « Mademoiselle, vous savez ce que je pense? Ce camion est ensorcelé. Ce n'est pas normal qu'un T800 reste à l'arrêt comme ça. » Monique le regarda et quelque chose dans ces mots simples alluma une lumière dans sa tête. Œuvre malveillante, pas ensorcelée, sabotée. Monique changea de stratégie. Elle cessa de chercher ce qui était cassé et commença à chercher ce qui ne devrait pas être là. Elle se coucha sous le tableau de bord, contorsionnant son corps mince pour se glisser dans cet espace étroit. Elle alluma sa lampe torche LED, une Maglite qui avait été un cadeau de son père pour son 18e anniversaire, et commença à suivre chaque fil, chaque connecteur, chaque composant,
non pas à la recherche de dommages, mais à la recherche d'anomalies. Et c'est là, dans cette position inconfortable, avec l'odeur de vieille graisse et de poussière envahissant ses narines, que Monique trouva. Caché derrière le module de commande du moteur, connecté de manière presque invisible, avec des fils très fins de couleur noire qui se confondaient avec le faisceau d'origine, il y avait un dispositif rectangulaire de la taille d'une boîte d'allumettes avec une étiquette délavée où l'on pouvait à peine lire « Interface CAN bus, modèle XRT 2000 ». Le cœur de Monique s'accéléra. Elle connaissait les systèmes CAN bus. C'était le protocole de communication que les ordinateurs du camion utilisaient pour communiquer entre eux. Mais cela n'était pas un composant d'origine Kenworth. C'était un bricolage, une modification non autorisée. Elle photographia le dispositif avec son téléphone portable, prenant des photos sous plusieurs angles. Puis, avec une extrême prudence, utilisant un petit tournevis cruciforme, elle commença à déconnecter cette boîte mystérieuse. Les fils étaient fixés avec du ruban isolant de très mauvaise qualité, déjà desséché par le temps. Quand elle réussit enfin à retirer le dispositif, Monique sentit un frisson parcourir son échine. Les soudures sur la carte de circuit interne étaient grotesques, trop épaisses à certains endroits, trop fines à d'autres, avec un excès d'étain coulé. N'importe qui, sachant souder, l'aurait vu immédiatement. Ce n'était pas le travail d'un professionnel, c'était le travail de quelqu'un qui, soit ne savait pas ce qu'il faisait, soit pire, savait exactement ce qu'il faisait. Monique prit son mini-tournevis de précision, un ensemble qu'elle portait toujours sur elle, et ouvrit le boîtier en plastique du dispositif. Ce qu'elle vit à l'intérieur la glaça. Un condensateur électrolytique était installé avec la polarité inversée. N'importe quel étudiant en électronique de base saurait que cela empêche le circuit de fonctionner. Pire, il y avait une résistance de 2200 ohms, là où il devrait y en avoir une de 470 ohms. Cela créait une boucle de réinitialisation constante dans l'ECU, faisant que l'ordinateur du moteur essayait de s'allumer et de s'éteindre infiniment, ne complétant jamais la séquence de démarrage. Ce n'était pas une erreur de fabrication, c'était un sabotage délibéré, intentionnel, soigneusement planifié. Monique examina le dispositif de plus près, le tournant sous la lumière de la lampe torche. C'est alors qu'elle vit l'étiquette interne, presque illisible à cause de l'usure du temps. Technopièces distributeur, lot F2847, mars 2016. 2h50 s'étaient écoulées. Monique avait 1h10 restantes. Elle aurait pu simplement arracher ce module saboté, le jeter et essayer de démarrer le camion. Cela aurait probablement fonctionné. 10 000 € et l'emploi. Fin de l'histoire. Mais Monique Dubois n'était pas la fille et la petite-fille de mécaniciens honnêtes pour rien. Elle regarda ce dispositif et pensa « Combien d'autres camions ont ça? Combien d'accidents cela a-t-il causé ?» Alors, elle fit un choix. Elle prit plus de photos, documentant chaque détail, puis avec une extrême prudence, utilisant son fer à souder portable à batterie, un outil coûteux qu'elle avait acheté en 12 fois par carte, elle commença à corriger les soudures défectueuses, refit chaque point de soudure avec une précision chirurgicale, retira le condensateur inversé et le repositionna correctement. Elle remplaça la résistance erronée par une de 470 ohms qu'elle avait dans son stock personnel de composants d'urgence. 3h20, cria Henri. 40 minutes restantes. Vous allez affronter la réalité ou vous faites encore des heures supplémentaires. La foule rit de nouveau. Certains s'ennuyaient déjà en regardant leur téléphone portable. D'autres discutaient entre eux, pariant si elle allait ou non enregistrer la vidéo humiliante. Mais le vieux chauffeur aux cheveux blancs continuait d'observer en silence. Et il y avait quelque chose dans son regard qui semblait différent, de l'inquiétude peut-être, ou de la reconnaissance. Monique remit le module, maintenant réparé, mais toujours identifiable comme le dispositif original, à sa place exacte. Elle reconnecta tous les câbles, en suivant l'ordre précis dans lequel ils avaient été installés. Elle vérifia chaque connexion 2 fois. Son père disait toujours
La précipitation est l'ennemi de la perfection. Et en mécanique, la perfection peut signifier la différence entre la vie et la mort. 3h42. Monique sortit de sous le tableau de bord. Ses vêtements sales de graisse et de poussière, ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, des taches d'huile sur son visage. Elle se dirigea vers la cabine du Kenworth, ouvrit la porte avec un grincement aigu de charnière non lubrifiée depuis une décennie et monta sur le siège du conducteur. La foule avait grossi. Plus d'employés étaient apparus, attirés par le brouhaha. Il devait y avoir une trentaine de personnes maintenant, toutes attendant le spectacle. Henri avait les bras croisés, ce sourire confiant affiché sur son visage. Il reste encore 15 minutes, mais on sait déjà comment ça se termine. N'est-ce pas, les amis? Monique posa sa main sur la clé de contact. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Et si elle s'était trompée? Et si le problème était autre? Et si ce module n'était pas la cause, mais juste une autre tentative ratée de réparer le camion? Elle pensa à sa mère Denise à la maison, probablement assise dans le vieux fauteuil du salon, regardant un feuilleton télévisé et économisant sur l'insuline. Elle pensa à son grand-père Joseph, qui avait réparé son premier camion en 1968 avec des outils empruntés et un savoir que personne ne lui avait enseigné, seulement observé. Elle pensa à son père Robert, qui avait dédié 40 ans de sa vie à une profession qui payait peu, mais qui remplissait son cœur de fierté quand un chauffeur revenait après 6 mois sur la route et disait « Monsieur Robert, le camion n'a pas eu le moindre problème ». Monique prit une profonde inspiration et tourna la clé pendant 1 seconde. 1 seconde qui sembla durer une éternité. Il n'y eut que le clic mécanique du démarreur qui s'enclenchait. Le silence dans le hangar était absolu. Personne ne respirait. 30 personnes attendaient. Et puis, ça s'est produit. Le moteur ISX-15 rugit à la vie comme un géant, se réveillant d'un sommeil d'une décennie entière. Le son était assourdissant, résonnant sur les murs métalliques de l'immense hangar. Le tachymètre, poussiéreux et oublié depuis des années, sauta à 700 tours par minute, puis se stabilisa. Le moteur commença à ronronner avec cette douceur caractéristique, inimitable, d'un camion bien réglé. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent une par une, comme des étoiles apparaissant dans le ciel sombre. Les systèmes commencèrent leurs autodiagnostics avec de petits bips électroniques, et l'affichage numérique principal, cet écran LCD que personne n'avait vu allumé depuis 2015, afficha en lettres vertes « Système OK, prêt à l'opération ». Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le rugissement du moteur. Henri pâlit, littéralement pâlit, comme s'il avait vu un fantôme. Les personnes qui filmaient baissèrent leur téléphone, incrédules, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Certaines chuchotaient entre elles, essayant de comprendre ce qu'elles venaient de voir. Monique descendit calmement de la cabine, ses mouvements délibérés, sans hâte. Elle se dirigea vers Henri et, le regardant droit dans les yeux, dit d'une voix ferme qui ne tremblait plus. « Le camion fonctionne, mais il y a quelque chose que je dois montrer au propriétaire de cette entreprise de transport. Où est-il » Henri ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau comme un poisson hors de l'eau. « Le propriétaire n'est pas là. Je suis le directeur des opérations. Vous me parlez ?»« Non, » dit une voix derrière lui. « Elle me parle. » Toutes les têtes se tournèrent. Un homme que Monique n'avait pas remarqué auparavant, ou peut-être était-il arrivé pendant les dernières heures et s'était mêlé à la foule, s'approcha. Il était vêtu simplement, jean délavé, chemise blanche en tissu ordinaire, bottes de travail usées. Il avait une 50aine d'années, les cheveux gris, la peau marquée par le soleil et le vent. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de bouger, dans la façon dont les gens lui faisaient instinctivement de la place, qui criait l'autorité. « Je suis Romain Leclerc », dit-il, tendant sa main calleuse à Monique, le véritable propriétaire de Routières Fortes et de 6 autres entreprises de transport dans le sud de la France. Monique lui serra la main, confuse. Romain sourit, mais c'était un sourire triste, lourd de sens.
Il désigna le gérant qui transpirait maintenant visiblement. « C'est mon directeur des opérations depuis 5 ans, ou plutôt, c'était il y a environ 3 minutes. » Il se tourna vers Henri, et sa voix, bien que non élevée, coupait comme une lame. « Vous êtes viré, Henri, et vous aurez beaucoup à expliquer, mais pas à moi. À mes avocats et à la police judiciaire. » Henri tenta de parler, mais Romain leva la main. « Silence. Chaque mot que vous direz maintenant pourra et sera utilisé contre vous. » Il reporta son attention sur Monique. « Je suis venu personnellement, déguisé en simple mécanicien, car je soupçonne depuis des mois que quelque chose ne va pas du tout dans mon entreprise. Beaucoup d'accidents, beaucoup de pannes inexplicables, des coûts d'entretien absurdes qui ne devraient pas exister. Et puis, il y a 3 semaines, un de mes chauffeurs, qui connaît votre père, Robert Dubois, m'a dit que vous aviez été licencié du garage Durand pour avoir refusé d'installer des pièces contrefaites sur un Scania. » Monique sentit son cœur s'emballer de nouveau. « J'ai créé ce test, » continua Romain. « Ce Kenworth est à l'arrêt depuis 10 ans. 15 professionnels ont vraiment essayé et échoué, mais j'avais besoin de quelqu'un avec de l'intégrité d'abord, de la compétence technique ensuite, quelqu'un qui choisirait de faire ce qui est juste même en perdant son emploi. Vous avez réussi le test avant même d'arriver ici. Écrivez respect si vous admirez le courage de Monique de faire ce qui est juste, même en perdant tout. » Il regarda le dispositif que Monique tenait encore dans sa main. « Maintenant, montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Et c'est à ce moment-là que Monique Dubois comprit. Ce n'était pas une histoire de réparation de camions, c'était une histoire de démasquer un stratagème bien plus vaste, bien plus dangereux et bien plus mortel que quiconque là-bas ne pouvait l'imaginer. Monique ouvrit les photos sur son téléphone portable, ses mains tremblant encore légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Romain Leclerc se pencha pour voir l'écran, et à chaque image qui défilait, son visage devenait plus sérieux, plus fermé, plus chargé d'une rage contenue qui semblait bouillir sous la surface. « Ce dispositif ici, monsieur Leclerc, » commença Monique à expliquer, sa voix gagnant en force et en confiance. « Ce n'est pas une pièce d'origine Kenworth. C'est une interface CAN-bus altérée, installée délibérément pour saboter le système électronique du camion. » Elle agrandit l'une des photos, montrant les soudures grotesques. « Voyez ces soudures. Aucun technicien professionnel ne ferait un tel travail. Mais ce n'est pas de l'incompétence, monsieur Leclerc. C'est un sabotage intentionnel. Il y a un condensateur installé avec une polarité inversée et une résistance complètement erronée pour le circuit. Cela crée une boucle de réinitialisation infinie dans le CU, empêchant le moteur de compléter la séquence de démarrage. » Romain prit le dispositif de ses mains, le tournant sous la lumière. Ses yeux se fixèrent sur l'étiquette interne presque effacée. « Technopièces distributeur, lot F2V147, mars 2016. » Quelque chose changea sur son visage, une expression de reconnaissance mêlée de fureur. « Technopièces est l'un de nos fournisseurs de pièces depuis 4 ans, dit-il. Sa voix était basse mais chargée de venin. Henri a négocié le contrat avec eux. Il a dit que c'étaient des pièces de qualité à des prix compétitifs. » Monique sentit un frisson parcourir son échine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de manière terrifiante. « Monsieur Leclerc, » dit-elle avec prudence, « combien de camions de votre flotte ont eu des problèmes électroniques inexplicables ces dernières années? Combien d'accidents dus à des défaillances mécaniques? » Le silence de Romain fut plus éloquent que toute réponse. Il ferma les yeux un instant, comme s'il faisait des calculs mentaux douloureux. Au cours des 5 dernières années, 17 accidents graves, 3 morts. Sa voix se brisa sur le dernier mot. 3 personnes sont mortes, Monique. 3 chauffeurs qui travaillaient avec moi, qui avaient des familles, des enfants. La foule autour avait encore grossi, mais maintenant l'ambiance était complètement différente. Il n'y avait plus de rire, plus de moquerie. Il y avait un silence lourd, du genre qui se produit lorsque les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Henri Dubois tenta de reculer lentement, comme s'il pouvait simplement disparaître dans la foule,
Mais deux grands hommes, que Monique identifia comme des agents de sécurité de l'entreprise de transport, se positionnèrent derrière lui. Il était piégé. « Je ne savais rien !» cria soudain Henri, sa voix aiguë et désespérée. « J'ai juste négocié les contrats. Je n'ai rien installé. Je n'ai pas. »« Taisez-vous !» dit Romain, sa voix glaciale. « Vous aurez tout le temps de mentir à mes avocats et à la police. » Il se tourna vers l'un des hommes à côté. « Appelez la police judiciaire maintenant et préservez toute cette zone comme une scène de crime. » Romain reporta son attention sur Monique. « Vous avez gardé ce module intact. Pourquoi? Vous auriez pu simplement l'arracher et le jeter. 10 000 € et continuer votre vie. » Monique tint le dispositif avec précaution, comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Parce que ce n'est pas seulement un camion, monsieur Leclerc. S'il y a un dispositif comme celui-ci ici, il peut y en avoir dans d'autres camions. Et s'il y en a dans d'autres camions, des gens meurent à cause de cela. Je ne pouvais pas simplement détruire la preuve. » Quelque chose changea dans les yeux de Romain à ce moment-là. Un éclat de respect, d'admiration et aussi de ce qui semblait être de l'espoir. « Mon père m'a toujours appris, » continua Monique, sa voix s'étranglant, « qu'un vrai mécanicien ne répare pas seulement des machines, il répare des destins, parce qu'un frein bien installé sauve une famille. Un moteur bien réglé apporte de la nourriture à des millions de personnes. Et une vérification honnête peut faire la différence entre un enfant qui a un père ou qui grandit orphelin. » Le vieux chauffeur aux cheveux blancs, qui lui avait parlé plus tôt, s'approcha, des larmes coulant sur son visage ridé. « Mon fils est mort il y a 2 ans, » dit-il, sa voix se brisant. « Il conduisait l'un de nos Scania. Le moteur a fondu sur l'A6 juste dans la descente de la montagne. Il a perdu le contrôle. Ils ont dit que c'était une défaillance mécanique, mais ils n'ont jamais trouvé la cause exacte. » Romain ferma de nouveau les yeux, sa mâchoire serrée. Monique vit une seule larme couler sur son visage avant qu'il ne l'essuie avec colère. « Combien d'autres ?» demanda Romain à personne en particulier. « Combien d'autres ai-je perdu à cause de pièces sabotées ?» Dans les jours qui suivirent, la vérité commença à émerger comme un iceberg, révélant sa masse cachée sous l'eau. Romain engagea une entreprise forensique spécialisée dans les fraudes automobiles. Des auditeurs passèrent au peigne fin les 146 camions de la flotte routière forte. Ce qu'ils trouvèrent fut pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. 38 camions avaient des dispositifs similaires installés à des points stratégiques, tous avec l'étiquette de technopièces. Mais ce n'était pas tout. L'enquête découvrit des filtres à huile qui ne filtraient rien, laissant simplement l'huile passer directement, détruisant les moteurs lentement. 50 000 kilomètres, toujours en dehors de la période de garantie. Et il y avait 3 autres stations-service où la flotte s'approvisionnait régulièrement, qui vendaient du diesel frelaté. 40% de vrai diesel, 30% de kérosène, 30% d'eau, avec des additifs pour masquer la séparation. Le carburant coûtait 70% du prix normal pour l'entreprise de transport, mais détruisait les moteurs en quelques mois. Henri Dubois recevait 15% de pots de vin sur chaque pièce vendue par Technopièces. 5 000 € par mois de chaque station-service en échange du maintien des contrats d'approvisionnement. 15 000 €. Le coût humain était dévastateur. 17 accidents graves, 3 morts confirmés, 8 chauffeurs avec des séquelles permanentes, des dizaines de familles détruites et des millions d'euros de pertes, de poursuites judiciaires et d'indemnisations. Romain Leclerc présenta toutes les preuves au procureur de la République. L'opération Faux Fret, comme elle fut baptisée, démantela un réseau qui opérait dans 7 régions françaises. 43 entreprises de transport étaient victimes du même stratagème. La valeur totale de la fraude dépassait 48 millions d'euros. Henri Dubois, les 3 associés de Technopièces et les propriétaires des stations-service furent arrêtés lors d'une opération simultanée. Les images des hommes menottés et placés dans des véhicules de la police judiciaire firent la une des journaux nationaux pendant une semaine entière. Monique fut appelée comme témoin clé. Son témoignage technique,
accompagné des photos qu'elle avait prises et du module préservé, fut fondamental pour la condamnation. Le procureur responsable lui dit après l'audience « Si vous aviez simplement arraché ce dispositif et jeté, nous n'aurions eu aucune affaire. 43 entreprises auraient continué à être volées, des chauffeurs auraient continué à mourir. » Mais pour Monique, la véritable transformation était encore à venir. 2 semaines après avoir fait fonctionner le Kenworth, Romain la convoqua pour une conversation. Non pas dans le dépôt sale de la Courneuve, mais au siège social de Leclerc Transport, dans le quartier de la Défense, un immeuble moderne de verre et d'acier de 15 étages au cœur de Paris. Le bureau de Romain était au dernier étage avec une vue panoramique sur la ville. Il la reçut personnellement, lui servit du café dans des tasses en porcelaine et l'invita à s'asseoir dans un fauteuil en cuir souple qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. « Monique », commença-t-il, sa voix sérieuse mais chaleureuse, « je veux vous offrir un poste dans mon entreprise, mais pas comme mécanicienne. » Il fit une pause. « Je veux que vous soyez ma directrice de la qualité et de la sécurité. » Monique sentit le monde tourner. « Monsieur Leclerc, je suis mécanicienne. Je n'ai pas de formation en administration, je n'ai pas de diplôme universitaire, je... » Romain leva la main, l'interrompant gentiment. « Vous avez quelque chose qu'aucun diplôme au monde ne peut enseigner. Vous avez une intégrité absolue, vous avez de réelles connaissances techniques, et vous avez le courage de faire ce qui est juste, même quand cela coûte tout. Ces 3 choses réunies sont plus rares que le diamant. » Il fit glisser un papier sur la table. 15 000 € par mois. Participation aux bénéfices. Plan de santé complet pour vous et votre mère, couvrant tous les traitements dont elle a besoin. Et une voiture de fonction, une Peugeot 508 de 2024, car vous devrez voyager dans nos 12 centres de maintenance. Monique sentit des larmes brûler ses yeux, mais cette fois, elle ne put les retenir. Elles coulèrent librement sur son visage, tandis qu'elle regardait ce papier qui changeait tout, absolument tout dans sa vie et celle de sa mère. « J'accepte, » dit-elle, la voix étranglée, « mais j'ai une condition. » Romain haussa un sourcil, attendant. « Je veux créer un programme de formation pour les mécaniciens, en particulier pour les femmes. Je veux enseigner la différence entre faire bien et faire vite, entre gagner de l'argent et sauver des vies, entre être compétent et être intègre. » Romain sourit et cette fois, c'était un sourire sincère, plein de chaleur. « Vous venez de prouver pourquoi je vous ai choisi, Monique Dubois. » Et là, dans ce bureau, au 15e étage, avec vue sur tout Paris, Monique Dubois cessa d'être une simple mécanicienne au chômage, luttant pour survivre, et devint la responsable de garantir que le stratagème, qui avait tué 3 personnes et détruit des dizaines de familles, ne se répéterait jamais. Les premiers mois de Monique, en tant que directrice de la qualité et de la sécurité, furent intenses d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de s'asseoir dans un bureau et de signer des papiers. Il s'agissait de passer au crible chaque vice, chaque procédure, chaque contrat que Leclerc Transports avait signé au cours des 5 dernières années. Et ce qu'elle trouva lui glaça le sang à plusieurs reprises. Le stratagème d'Henri ne se limitait pas aux dispositifs de sabotage et aux pièces contrefaites. Il y avait des couches, et des couches de corruption qui s'étendaient comme des racines pourries sous un jardin apparemment beau. Monique découvrit que 17 mécaniciens dans les 12 centres de maintenance recevaient des pots de vin pour installer les pièces de technopièces et pour ne pas signaler les problèmes évidents. Elle dut licencier 14 personnes au cours des 6 premières semaines. Chaque licenciement faisait mal, parce que cela signifiait des familles perdant leur gagne-pain. Mais Monique pensait aux 3 personnes qui étaient mortes, aux 8 chauffeurs, avec des séquelles permanentes, et savait qu'elle n'avait pas le choix. L'intégrité n'était pas négociable. Romain Leclerc lui donna l'autorité totale. « Vous nettoyez cette maison », dit-il lors d'une réunion tendue avec les directeurs régionaux. « Peu importe qui c'est, peu importe depuis combien de temps il travaille avec nous, s'il est impliqué, vous avez mon autorisation de le licencier sur le champ. » Mais Monique n'était pas seulement rigueur et punition.
Elle comprenait que de nombreux mécaniciens avaient été contraints, pressurisés, menacés par Henri. Alors, elle créa un programme d'amnistie. Toute personne qui avouerait sa participation au stratagème et fournirait des preuves aurait une seconde chance, à condition de suivre un programme rigoureux de recyclage professionnel et éthique. 23 personnes acceptèrent. Elles avouèrent à travers les larmes et la honte qu'elles avaient installé des pièces en sachant qu'elles étaient contrefaites, qu'elles avaient signé des rapports mensongers, qu'elles avaient ignoré les alertes de sécurité parce qu'Henri menaçait leur famille, leurs emplois, leur avenir. Monique écouta chaque confession personnellement et à chaque histoire. Elle comprenait mieux le monstre qu'Henri était devenu. Il n'était pas seulement corrompu, il était cruel, manipulateur. Il utilisait la peur comme outil de contrôle. L'un des mécaniciens, un homme nommé Alain de 52 ans, pleura tellement pendant sa confession que Monique dut s'arrêter et lui chercher de l'eau. « J'ai une fille atteinte de paralysie cérébrale », dit-il entre les sanglots. 3 000 € par mois. Henri l'a découvert et a dit que si je ne faisais pas ce qu'il me disait, il me licencierait et je ne trouverais plus jamais de travail dans aucune entreprise de transport. Alain resta, suivit le programme de recyclage et est aujourd'hui l'un des superviseurs de maintenance les plus rigoureux de l'entreprise. Pendant ce temps, le processus pénal contre Henri et les personnes impliquées avançait. La défense tenta tout. Ils prétendirent que les pièces étaient légitimes, que les dispositifs étaient destinés à améliorer les performances, que les décès étaient des accidents normaux du secteur du transport. Mais les preuves que Monique avait préservées étaient irréfutables. Le module saboté avec ses soudures délibérément défectueuses, les photos détaillées, les rapports techniques, les témoignages des mécaniciens. Tout construisait un dossier solide comme du béton. Le procès eut lieu 8 mois après que Monique eut fait fonctionner le Kenworth. Elle fut appelée à témoigner, s'assit sur cette chaise face au juge, au procureur, aux avocats de la défense et à Henri Dubois qui la regardait avec une haine pure dans les yeux. L'avocat de la défense tenta de la disqualifier. « Madame Dubois, avez-vous une formation universitaire en ingénierie ?» demanda-t-il avec condescendance. « Non », répondit Monique calmement. « Avez-vous un diplôme technique reconnu par le ministère du Travail ?»« Non. »« Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît, » dit-il avec un sarcasme mal dissimulé. « Quelle autorité avez-vous pour donner votre avis sur des systèmes électroniques complexes de véhicules lourds ?» Monique le regarda droit dans les yeux. « J'ai 3 générations de mécaniciens honnêtes dans mes veines. J'ai 26 ans d'expérience pratique depuis l'âge de 7 ans, et j'ai quelque chose qu'aucun diplôme ne garantit, la capacité de reconnaître quand quelqu'un sabote délibérément un système pour tuer des gens. » Le silence dans le tribunal fut absolu. Le procureur présenta ensuite le module préservé, les photos, les rapports d'expertise de 3 spécialistes indépendants qui confirmèrent chaque mot du témoignage de Monique. Il présenta également les preuves de pots de vin, les virements bancaires, les messages WhatsApp, les feuilles de calcul cachées dans l'ordinateur d'Henri. Henri Dubois fut condamné à 19 ans de prison pour homicide involontaire, aggravé, association de malfaiteurs et fraude. Les associés de Technopièces écopèrent de 15 ans chacun, les propriétaires des stations-service de 12 ans. Lorsque la sentence fut lue, Monique vit le vieux chauffeur aux cheveux blancs, le père du jeune homme mort dans la montagne, s'effondrer en larmes. Elle s'approcha de lui après la séance, et les deux s'étreignirent en silence. Il n'y avait pas de mots pour cela, seulement la certitude que justice, même tardive, avait été rendue. Mais la reconnaissance du travail de Monique dépassa largement les tribunaux. 3 mois après le jugement, elle reçut une invitation inattendue. Prendre la parole au Congrès national du transport routier de marchandises, le plus grand événement du secteur dans le pays. Monique n'avait jamais parlé en public devant plus de 10 personnes. L'idée de monter sur scène devant des centaines la terrifiait, mais Romain insista. « Vous devez raconter cette histoire. D'autres entreprises doivent savoir ce qui s'est passé ici pour que cela ne leur arrive pas. »
Le jour de la conférence, Monique était si nerveuse qu'elle faillit vomir en coulisses. Mais quand elle monta sur cette scène et vit ces 500 personnes la regarder, quelque chose changea. Elle n'était plus la mécanicienne humiliée dans un dépôt. Elle était la professionnelle qui avait démasqué un stratagème de millions, sauvé des vies et transformé une industrie. Elle raconta l'histoire complète depuis son licenciement pour avoir refusé d'installer des pièces contrefaites jusqu'au moment où elle fit rugir le Kenworth après 10 ans. Elle parla d'intégrité, de la responsabilité que chaque mécanicien a envers les vies qui dépendent de son travail. Elle parla des 3 chauffeurs morts et de la façon dont leur décès aurait pu être évité. Quand elle eut terminé, le silence dura 3 secondes. Puis, une personne commença à applaudir, puis une autre et une autre. En 10 secondes, 500 personnes étaient debout, applaudissant avec force, beaucoup pleurant ouvertement. Romain était au premier rang, des larmes coulant sur son visage, applaudissant plus fort que tous. Après la conférence, 23 entreprises de transport contactèrent Monique. Elle voulait engager Leclerc Transport pour auditer leur flotte, mettre en œuvre les protocoles qu'elle avait créés, former leurs équipes. Romain créa une nouvelle division dans l'entreprise juste pour répondre à cette demande, avec Monique à sa tête. Et le plus important, 16 jeunes femmes envoyèrent des messages à Monique, disant qu'elles avaient décidé d'étudier la mécanique après avoir entendu son histoire. L'une d'elles écrivit « J'ai toujours aimé les voitures, mais ma famille disait que c'était une affaire d'hommes. » Monique garda ce message sur son téléphone portable et le lisait chaque fois que la fatigue la frappait, chaque fois que le doute apparaissait, chaque fois qu'elle avait besoin de se rappeler que tout cela en valait la peine. 2 ans et demi après ce jour de juillet glacial, où Monique fit rugir le Kenworth pour la première fois en une décennie, elle était assise dans son bureau, au siège de Leclerc Transport, regardant par la fenêtre la ville de Paris, illuminée par la lumière dorée de la fin d'après-midi. Beaucoup de choses avaient changé, tant de choses qu'elle devait parfois s'arrêter et prendre une profonde inspiration pour croire que tout cela était réel. Leclerc Transport était désormais une référence nationale en matière de sécurité automobile. Les 12 centres de maintenance fonctionnaient avec des protocoles si stricts qu'ils étaient devenus un modèle d'étude dans les universités. Monique avait mis en œuvre un système révolutionnaire. Chaque pièce installée recevait un code QR qui permettait de tracer son origine jusqu'au fabricant d'origine. Impossible d'utiliser des pièces contrefaites. Impossible de frauder le système. Au cours des 28 derniers mois, l'ensemble de la flotte de l'entreprise, qui comptait désormais 230 camions, n'avait enregistré aucun accident grave lié à des défaillances mécaniques. Aucun. Les économies réalisées grâce à une maintenance préventive adéquate furent si importantes que Romain décida de s'étendre. Il ouvrit 4 autres centres de maintenance dans d'autres régions. Mais ce qui remplissait le plus le cœur de Monique de fierté, ce n'étaient pas les chiffres ou les prix que l'entreprise avait reçus, c'était le programme qu'elle avait créé, Maintenance avec dignité. Le programme de formation en était déjà à sa 3e promotion. 62 mécaniciens formés au total, dont 23 femmes. Des jeunes qui apprenaient non seulement à réparer des moteurs, mais à comprendre que chaque vis serrée, chaque soudure effectuée, chaque système vérifié était une vie qui dépendait de ce travail fait avec excellence et honnêteté. Julie Dubois, cette jeune femme de 19 ans de la première promotion, maintenant âgée de 21 ans, venait d'être promue superviseure du centre de maintenance de Lyon, la plus jeune superviseure de l'histoire de l'entreprise. Lors de la cérémonie de promotion, Julie a serré Monique dans ses bras et a murmuré « Je ne serai pas là sans vous. Aucune de nous ne le serait. » Monique y pensait maintenant, en regardant les photos sur le mur du bureau. Des photos des 3 promotions diplômées, des visages souriants, des uniformes neufs, des outils à la main, la fierté imprimée sur chaque expression. Parmi eux, 8 femmes qui avaient été rejetées par d'autres entreprises, qui avaient entendu dire que la mécanique n'était pas leur place, qui avaient été ridiculisées et sous-estimées. Maintenant, toutes avaient un emploi, un salaire décent,
le respect professionnel. La vie personnelle de Monique s'était également complètement transformée. Sa mère, Denise, maintenant âgée de 64 ans, avait un diabète parfaitement contrôlé, des consultations régulières avec les meilleurs endocrinologues de Marseille, des médicaments de première ligne, une alimentation adaptée. Elle avait même repris les promenades matinales qu'elle adorait, mais qu'elle avait abandonnées par manque d'énergie. La maison qu'elle possédait à Sainte-Félicité était petite, mais douillette. 3 chambres, un jardin à l'arrière où Denise cultivait des herbes aromatiques et quelques fleurs. Monique avait encadré et accroché dans le salon la photo de son grand-père Joseph et de son père Robert devant l'ancien atelier. Chaque jour, en partant travailler, elle touchait légèrement le cadre, un rituel silencieux de gratitude. La Hilux 2024, que Philippe avait promise, était impeccable dans le garage. Monique l'utilisait pour visiter les centres de maintenance, parcourant des milliers de kilomètres par mois. Mais elle ne s'était jamais débarrassée de sa vieille Clio 98. Elle était gardée, rénovée, comme un souvenir de ses débuts. L'impact de l'affaire avait dépassé même les attentes les plus optimistes. L'opération Faux Fret, qui avait commencé avec un seul Renault Magnum à Marseille, avait conduit au démantèlement de réseaux de pièces contrefaites dans 11 départements français, 8 millions d'euros de fraude identifiée, 127 personnes inculpées, 81 condamnées à ce jour. Plus important que les chiffres, on estimait que les changements mis en œuvre dans les entreprises de transport après l'affaire avaient évité au moins 50 décès au cours des 2 dernières années. 50 familles qui n'avaient pas perdu de père, de mère, d'enfants. 50 avenirs qui n'avaient pas été brisés. Monique avait été appelée à témoigner lors d'une audience publique au Sénat sur la sécurité du transport de marchandises. Les sénateurs avaient utilisé son histoire comme exemple. 3 projets de loi avaient été élaborés à partir de cette affaire. L'un sur la traçabilité obligatoire des pièces automobiles, un autre sur la certification des mécaniciens, et un 3e sur des sanctions plus sévères pour les fraudes entraînant des décès. Elle avait donné des interviews à des journaux, des magazines, des émissions de télévision. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, de plus en plus de jeunes femmes la contactaient pour dire qu'elles voulaient embrasser cette profession. Les inscriptions au programme « Maintenance avec dignité » avaient triplé. La 4e promotion compterait 80 élèves, dont 42 femmes. Cet après-midi-là, Monique reçut un appel qui la surprit. C'était le vieux chauffeur aux cheveux blancs, celui dont le fils était mort sur la route de montagne des années avant l'affaire du Renault Magnum. Il s'appelait Alain Leroy et avait maintenant 73 ans. Retraité. « Madame Monique, dit-il d'une voix étranglée, je dois vous remercier personnellement. Grâce à vous, l'homme qui a tué mon fils est en prison. Grâce à vous, d'autres parents ne perdront pas leurs enfants comme je l'ai fait. Vous m'avez rendu la paix, vous savez. Ça ne me ramène pas, mon garçon, mais ça me permet de dormir, sachant que justice a été rendue. » Monique serra le téléphone, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Monsieur Alain, j'ai juste fait ce qui était juste, ce que n'importe qui devrait faire. »« Non, ma fille, » répondit-il. Quand il raccrocha, Monique resta quelques minutes en silence, absorbant ses mots. Puis elle prit son portable et ouvrit les messages enregistrés. Elle relut celui qu'une jeune femme de 17 ans lui avait envoyé des mois auparavant. « Vous m'avez montré que je peux être ce que je veux. » Philippe Dubois frappa à la porte et entra, sans attendre de réponse, comme à son habitude. Il souriait, tenant une bouteille de champagne et 2 verres. « Je viens de recevoir la confirmation, » dit-il en ouvrant la bouteille. « La Fédération nationale des transports routiers va vous décerner le prix « Excellence et sécurité » de cette année. Vous êtes la première femme mécanicienne à recevoir cette distinction en 53 ans d'histoire du prix. » Monique accepta le verre, mais ne put boire. Elle était trop émue. « Vous n'avez rien fait d'extraordinaire, » dit Philippe, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Vous avez juste fait ce qui était juste. Vous avez refusé d'installer des pièces contrefaites. Vous avez préservé les preuves. Vous avez fait votre travail avec honnêteté et cela a changé des centaines de vies. Des milliers,
corrigea Monique doucement. Si l'on compte les chauffeurs qui ne sont pas morts, les familles qui n'ont pas été brisées, les jeunes qui apprennent à bien faire, ce sont des milliers. Cette nuit-là, Monique rentra chez elle, conduisant lentement, savourant le chemin. Elle passa par le quartier où elle avait vécu lorsqu'elle était au chômage, par le garage Martin, d'où elle avait été licenciée, par l'entrepôt des transports rapides, où tout avait commencé. À la maison, sa mère l'attendait avec le dîner prêt. Riz, haricots, steak à l'oignon, salade, une cuisine simple, mais faite avec amour et sans se soucier de savoir s'il y aurait de l'argent pour le mois suivant, demanda Denise, ses yeux brillants de santé. Plus tard, seule dans son petit bureau à la maison, Monique regarda la photo encadrée de son grand-père Joseph et de son père Robert, 2 générations de mécaniciens honnêtes qui avaient travaillé toute leur vie dans l'anonymat, réparant des camions, subvenant aux besoins de leur famille, mais ne recevant jamais de reconnaissance publique. « J'ai honoré votre héritage », murmura-t-elle à la photo. « J'ai fait comme vous m'avez appris, les mains sales de graisse, mais la conscience tranquille. » Et cette nuit-là, Monique Dubois dormit du sommeil profond de celle qui sait que sa vie a un but, que son travail sauve des vies et que chaque choix difficile qu'elle a fait, depuis le refus d'installer ses plaquettes contrefaites jusqu'à la préservation des preuves du crime, a valu chaque larme, chaque peur, chaque moment d'incertitude. Parce que parfois, la plus grande révolution commence avec une personne ordinaire, ayant le courage extraordinaire de simplement faire ce qui est juste.